Bonjour à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui donne la parole aux professionnels du droit et du chiffre. Ils viennent nous expliquer leur métier, mais aussi la façon dont ils aident les entreprises au quotidien. Et ce coup de projecteur sur les recours en annulation des procédures arbitrales. Chaque année, ce sont 25 recours qui sont déposés à Paris. On en parle avec vous, Armand Terrien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat international, arbitre aussi. Alors, comment expliquer ces recours, puisque normalement, une sentence arbitrale n'est pas susceptible d'appel. Comment se fait-il ? Absolument. En fait, le recours en annulation n'est pas, ou en tout cas ne devrait pas être, une procédure d'appel. Le principal intérêt, un des principaux intérêts de l'arbitrage, c'est que le litige est tranché de manière définitive en première et dernière instance. Cela dit, comme il est tranché par une justice privée, les arbitres choisis par les parties, pour l'inscrire dans l'ordre juridique national, pour que la sentence puisse être exécutée, le juge français, évidemment, se réserve un droit de regard sur cette sentence. Un droit de regard à très haut niveau, sur la forme principalement, sur les conditions strictes du respect de la justice, mais pas un contrôle d'appel. Ce n'est pas un nouveau jugement. Alors, quels est les recours ? Bon, 25 par an à Paris, c'est plutôt faible par rapport au nombre de procédures qui sont prononcées, enfin de règlements arbitrales qui sont prononcés. Alors, à n'importe quel moment, il y a environ 950 procédures arbitrales en cours devant la devant la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale qui est basée à Paris, et ce n'est qu'une toute petite partie du nombre de procédures en cours à un moment X à travers le monde et en France. Donc un tribunal qui siégerait à Paris ou ailleurs en France. Le nombre de 25 peut paraître très limité, effectivement. Il est stable depuis quelques années, mais il faut comprendre aussi que parmi ces 25, il y a les recours méritoires, ceux qu'on engage parce qu'effectivement il y a eu un problème dans la procédure arbitrale, ça arrive, et puis il y a des recours qu'on devrait qualifier de dilatoires, qui sont une voie cachée d'obtenir un appel dont on sait qu'on ne peut pas l'obtenir. Alors quels sont les principaux cas de recours en annulation ? Alors ça, c'est simple. Ils sont limitativement énumérés par le Code de procédure civile. Le premier, c'est la compétence du tribunal. Est-ce que le tribunal arbitral, donc les arbitres qui ont tranché le litige, pouvaient connaître de ce litige ? Est-ce que le tribunal a été proprement constitué ? Pas de problème d'impartialité, par exemple. Est-ce qu'il a bien rempli la mission qu'on lui avait demandée ? Il n'a pas tranché sur autre chose. Est-ce qu'il a respecté le contradictoire ? Est-ce que les droits de la défense ont été assurés ? Et enfin, est-ce que la sentence qu'ils ont rendue correspond à la conception française de l'ordre public international ? Oui, donc il y a quand même des règles très précises à respecter. Quelles sont les voies de recours donc, d'une sentence arbitrale ? Alors voilà, donc si vous pensez que vous entrez dans un de ces, ces 5 cas de figure... que la procédure n'a pas été respectée, etc., donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est très simple. Vous allez voir la cour d'appel du siège de l'arbitrage. Donc si ma sentence a été rendue à Paris, je vais devant la cour d'appel de Paris. Il y a d'ailleurs une chambre internationale spécialisée pour ce genre de recours. Et je dis, voilà, j'estime que cette sentence doit être annulée. Elle ne peut pas être reconnue, on ne peut pas lui donner des faits parce que les règles du jeu n'ont pas été respectées. Voilà. Mais pas parce que je ne suis pas d'accord avec la sentence. Absolument. Voilà, ça c'est important. Et qui peut faire un recours en annulation ? Alors c'est la personne qui fait grief à la sentence. C'est-à-dire je viens de perdre mon arbitrage, je ne suis pas content du résultat ou je ne suis pas content de la manière dont on est arrivé au résultat et je vais donc lancer ce recours contre la sentence qui m'est défavorable. Les chances d'aboutir ? 1 sur 4. Quand même. Donc ça veut dire que finalement toutes les règles ne sont pas forcément respectées lors des sentences arbitrales. Alors faut comprendre effectivement que il y a des fois où les règles n'ont pas été respectées d'une manière ou d'une autre. Il y a des fois aussi où le juge français peut se montrer plus exigeant vis-à-vis de certains types d'arbitrage ou a une jurisprudence qui a pu évoluer avec le temps. Par exemple ? En matière de corruption. Pour commencer, c'est un domaine qui intéresse de plus en plus l'arbitrage et le juge de l'annulation par extension, où on peut alléguer que soit l'arbitrage lui-même a fait l'objet de corruption, soit les contrats sous-jacents à l'arbitrage, les contrats qui ont donné naissance au litige, avaient été obtenus par des faits corruptifs. Et dans ce cas-là, accueillir dans l'ordre national, dans l'ordre juridique français, une sentence qui donnerait effet à un pacte corruptif, ça c'est contraire à l'ordre public français, et ça le juge français se penche de plus en plus dessus avec de plus en plus d'attention.
Même s'il n'y a pas de recours qui est déposé? Est-ce qu'un juge aussi peut regarder comme ça une sentence arbitrale sans qu'il y ait de recours qui soit déposé par une des parties? Alors, je peux faire mon recours en annulation si je ne suis pas content du résultat. De l'autre côté, si je suis très content du résultat, ce que je vais faire, c'est demander l'exéquatur, c'est-à-dire faire reconnaître la sentence dans l'ordre national pour en obtenir l'exécution. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Et à ce stade-là, généralement, s'il ne l'a pas encore fait, la partie adverse va se manifester et dire « Attendez, là, je veux qu'on examine ça ». Ce qu'elle n'aurait peut-être pas fait naturellement si elle n'avait pas été sous la menace de l'exécution. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que ces recours qui ont lieu, ça peut être lié à la désignation des arbitres, puisque c'est une justice privée, peut-être des arbitres qui ne seraient peut-être pas toujours très professionnels pour le sujet qu'ils ont à traiter? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où, effectivement, on peut choisir n'importe qui, si je puis dire, comme arbitre. On a le libre choix de son arbitre, et parfois, on peut faire une erreur de casting. Le problème le plus courant quant à la désignation des arbitres, c'est en cas de conflit d'intérêts ou de défaut d'impartialité qui n'aurait pas été repéré dès le début et qui deviendrait patent soit à un moment dans la procédure, soit après. On se rend compte que l'arbitre, par ailleurs, représentait une des parties à l'arbitrage dans d'autres affaires, ou que un de ses associés, parfois d'un bureau très éloigné à travers le monde, a pour plus gros client la partie qui se trouve avoir gagné l'arbitrage. Ça, c'est toute une série de situations, effectivement, où on n'a pas désigné la bonne personne, et ça vaut nullité de la sentence. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut un peu plus professionnaliser l'arbitrage ou pas? Je ne pense pas que ce soit le problème, je ne pense pas que ce soit le vrai problème. On peut améliorer certains process, et ça c'est quelque chose une chose sur laquelle se penche beaucoup la Cour d'appel de Paris en ce moment et la Cour de cassation pour la révélation et la détection des potentiels conflits d'intérêts. Donc en interne, charge aux arbitres et aux cabinets dans lesquels ils exercent de bien se tenir au courant et au début de la procédure de quels pourraient être les potentiels conflits d'intérêts. Et il y a un devoir de curiosité qui pèse sur les parties au début, mais qui s'arrête une fois que l'arbitre a été nommé. Par contre, tout au long de la procédure, si l'arbitre se rend compte qu'il y a quelque chose qui apparaît dans la vie de son propre cabinet qui mérite révélation, là, il faut qu'il y soit très attentif et qu'il le mette en avant. Merci beaucoup Armand Terrien, donc arbitre et avocat international. Merci d'être venu sur le plateau de l'émission. Merci beaucoup. On poursuit tout de suite avec un nouvel invité.